Mon ami, est-ce que tu as déjà essayé d'apprendre une langue, puis abandonné après 2 semaines? Moi, j'ai fait ça au moins 5 fois avant de réussir. Et aujourd'hui, je parle français tous les jours, sans effort, comme une habitude ordinaire, comme boire un café le matin. Je vais te raconter mon histoire, étape par étape, parce que je pense que si j'ai réussi, toi aussi tu peux réussir. Avant de continuer, dis-moi dans les commentaires, depuis quel pays tu regardes cette vidéo? Par exemple, est-ce que tu es au Brésil, ou peut-être en Indonésie? J'aime beaucoup savoir d'où vient mon audience, et je lis tous les commentaires. Je m'appelle, eh bien, peu importe comment je m'appelle. Ce qui est important, c'est mon histoire. Je suis une jeune femme russe. Je suis née dans une grande ville de Russie. Ce n'était pas Moscou, ni Saint-Pétersbourg, mais une ville plus petite. Il y fait très froid en hiver, et la vie n'y est pas toujours facile. Ma famille n'était pas riche. Mon père travaillait dans une usine, et ma mère était professeure dans une école primaire. Nous vivions dans un appartement avec 3 pièces, et l'hiver, il fallait porter 3 pulls pour ne pas avoir froid parce que le chauffage ne fonctionnait pas très bien. Quand j'étais petite, je n'avais aucun intérêt pour les langues étrangères. À l'école, nous apprenions l'anglais, mais je trouvais ça ennuyeux. Le professeur lisait le manuel, nous répétions les phrases, puis nous oublions tout pendant les vacances d'été. Je pensais que les langues, c'était pour les gens intelligents, pour les gens qui avaient un don spécial, et que moi, je n'avais pas ce don-là. Je pensais que j'étais une personne normale, sans talent particulier pour ça. Mais quand j'avais 17 ans, quelque chose a changé dans ma vie. Ma tante, la sœur de ma mère, est partie vivre en France pour son travail. Elle envoyait des lettres et plus tard des messages avec des photos de Paris, de la mer, de petits villages avec des maisons en pierre. Et moi, je regardais ces photos et je rêvais. Je me disais, un jour, moi aussi, je vais voir ce pays. Un jour, je vais comprendre cette langue qui sonne comme de la musique. Mon ami, je dois être honnête avec toi. Ce rêve, au début, c'était seulement un rêve, rien de plus. Je ne faisais rien de concret pour apprendre le français. Je regardais juste les photos et j'imaginais ma vie en France, une vie parfaite, sans problème, où je parlerais français parfaitement, sans accent, comme une vraie Française. C'était un fantasme agréable, mais ce n'était pas la réalité. La réalité, c'est que j'ai commencé l'université dans ma ville, et j'ai choisi d'étudier l'économie, parce que mes parents pensaient que c'était une bonne profession, avec un bon salaire. Mais dans mon cœur, je pensais toujours à la France, je pensais toujours à cette langue mystérieuse. Alors, pendant ma première année d'université, j'ai décidé de commencer, juste pour essayer, juste pour voir. J'ai téléchargé une application gratuite sur mon téléphone. Tu connais probablement ce type d'application, avec des petits exercices, des images, des sons. Au début, c'était facile et amusant. Je suis une femme. Tu es un homme. Le chat mange une pomme. Des phrases simples, un peu ridicules, mais j'aimais ça. Je faisais 5 minutes par jour, parfois 10 minutes, dans le bus ou avant de dormir. Mais après 3 semaines, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ma vie est devenue chargée. Entre les examens à l'université,
les fêtes avec mes amis et les problèmes avec mon petit ami de l'époque, le français est devenu moins important. Je me disais, je vais continuer demain, mais demain ne venait jamais. Après 2 mois sans pratiquer, j'avais oublié presque tout. Les mots simples, je ne les comprenais plus. C'était frustrant, et j'avais un peu honte de moi-même. Mon ami, est-ce que cette histoire te rappelle quelque chose? Est-ce que toi aussi, tu as commencé une langue avec beaucoup d'enthousiasme, et puis tu as arrêté après quelques semaines? Si oui, je veux que tu saches une chose, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec définitif. C'est juste une étape normale dans le processus d'apprentissage. Presque tout le monde fait ça. La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui abandonnent pour toujours, ce n'est pas le talent. C'est ce qu'on fait après avoir échoué la première fois. Pour moi, la deuxième tentative est arrivée 1 an plus tard. J'avais 18 ans, et ma tante est revenue en Russie pour visiter notre famille pendant les vacances d'hiver. Elle parlait français avec son mari au téléphone, et j'écoutais, fascinée. Sa voix changeait complètement quand elle parlait en français. Elle semblait plus douce, plus élégante, presque une autre personne. Je lui ai demandé, « Comment as-tu appris? Est-ce que c'était difficile? » Elle m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ce n'était pas difficile parce que j'ai étudié intensément. C'était difficile parce que j'ai dû le faire un petit peu, chaque jour, pendant très longtemps, même quand je n'avais pas envie. Cette phrase a changé ma perspective. J'avais toujours pensé à l'apprentissage des langues comme un examen. Soit tu es bon, soit tu es mauvais, soit tu réussis vite, soit tu échoues. Mais ma tante m'a montré une autre vision. Apprendre une langue, c'est comme faire du sport, ou comme manger sainement. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de régularité. Alors, j'ai décidé d'essayer encore une fois, mais différemment. Cette fois, je n'ai pas téléchargé une application avec des jeux. J'ai cherché quelque chose de plus sérieux. J'ai trouvé des vidéos gratuites sur Internet, faites par des professeurs de français pour débutants. J'ai aussi acheté un petit cahier, un cahier simple avec des pages blanches, et j'ai décidé d'écrire dedans chaque jour, même seulement 3 phrases. Mon ami, voici la première étape importante de mon histoire. Je pense que c'est une étape que beaucoup de gens oublient. J'ai arrêté de penser à apprendre le français comme un immense projet. J'ai commencé à penser seulement à aujourd'hui. Parce, je vais apprendre le français cette année. Juste, aujourd'hui, je vais faire quelque chose en français, même petit. Cette différence semble petite, mais elle a tout changé pour moi. Au début de cette deuxième tentative, j'ai commis une erreur que je veux partager avec toi, mon ami, parce que je suis sûre que tu fais peut-être la même erreur maintenant. J'ai essayé de faire trop de choses en même temps. Le premier jour, j'ai étudié le vocabulaire pendant 1 heure, j'ai regardé une vidéo en français pendant 30 minutes, et j'ai essayé d'écrire un paragraphe entier dans mon cahier. J'étais tellement fatiguée et tellement frustrée de ne presque rien comprendre dans la vidéo que, le deuxième jour, je n'avais aucune motivation pour continuer. C'est là que j'ai appris ma deuxième leçon importante. Pour créer une habitude, il faut commencer très, très petit. Plus petit que ce que tu penses nécessaire. J'ai donc complètement changé ma méthode. Au lieu d'1 heure d'étude, j'ai décidé de faire seulement 10 minutes par jour.
10 minutes, ce n'est presque rien, n'est-ce pas? Mais le secret, c'est que 10 minutes, c'est tellement facile que tu n'as presque jamais d'excuses pour ne pas le faire. Même les jours où j'étais très fatiguée, même les jours où j'avais des examens à l'université, je pouvais toujours trouver 10 minutes. Et tu sais quoi, mon ami? Après quelques semaines, ces 10 minutes se transformaient naturellement en 20 minutes, puis en 30 minutes, parce que je commençais à aimer le processus. Mais si j'avais commencé directement avec 1 heure, j'aurais abandonné encore une fois. Le secret n'était pas de faire beaucoup au début. Le secret était de ne jamais sauter un jour, même pour seulement 5 minutes. J'ai aussi compris l'importance du moment de la journée. Au début, je faisais mon français n'importe quand, parfois le matin, parfois le soir, parfois je l'oubliais complètement et je le faisais à 11 heures du soir avant de dormir, fatigué et sans concentration. Mais une habitude a besoin d'un déclencheur, d'un moment précis qui te rappelle de la faire. Moi, j'ai décidé de connecter mon apprentissage du français avec quelque chose que je faisais déjà chaque jour, mon petit déjeuner. Chaque matin, je préparais mon thé, et pendant que l'eau chauffait, j'ouvrais mon cahier et j'écrivais 3 phrases en français sur la journée précédente. Puis, je buvais mon thé et je regardais une courte vidéo, 5 minutes maximum, en français facile. Cette routine est devenue automatique après environ 1 mois. Mon cerveau a commencé à associer thé du matin avec français, et je n'avais plus besoin de me forcer ou de me motiver. C'était juste normal, comme se brosser les dents. Mon ami, je pense que c'est très important de comprendre ce point. Une habitude n'a pas besoin de motivation constante. Au début, oui, tu as besoin d'un peu de discipline, d'un peu de volonté. Mais après plusieurs semaines de répétition, le comportement devient automatique. Tu ne te demandes plus est-ce que j'ai envie de faire du français aujourd'hui. Tu le fais simplement, comme tu manges ton petit déjeuner, sans réfléchir beaucoup. Mais bien sûr, le chemin n'était pas parfait. Je veux être honnête avec toi sur les difficultés que j'ai rencontrées, parce que je pense que c'est important de connaître la réalité, pas seulement les succès. La première grande difficulté, c'était la grammaire. Le français a beaucoup de règles compliquées. Le genre des noms, masculin ou féminin, sans logique claire pour un débutant. Pourquoi la table est-elle féminine et le bureau masculin? Il n'y a pas de raison évidente, il faut juste mémoriser. Et puis les conjugaisons des verbes, avec tellement d'exceptions. Au début, j'étais complètement perdue. Je faisais constamment des erreurs, et parfois je me sentais stupide. Mais voici ce que j'ai appris. Faire des erreurs, c'est absolument normal et nécessaire. Au lieu d'avoir peur de mes erreurs, j'ai commencé à les voir comme des informations utiles. Chaque erreur me montrait exactement quelles règles je devais étudier davantage. J'ai créé une petite liste dans mon cahier, une liste de mes erreurs les plus fréquentes, et je révisais cette liste chaque semaine. Progressivement, la liste devenait plus courte, parce que je faisais moins d'erreurs avec le temps. La deuxième grande difficulté, c'était la prononciation. Le français a des sons qui n'existent pas en russe, comme l'U français, ou le R français qui vient de la gorge d'une manière différente du R russe. Au début, quand j'essayais de parler, même seule dans ma chambre, je me sentais ridicule. Ma bouche ne savait pas comment produire ces sons. Pour résoudre ce problème, j'ai trouvé une technique simple mais efficace.
J'écoutais une phrase courte en français, je l'arrêtais, puis je la répétais immédiatement. J'essayais d'imiter exactement l'intonation et le rythme, comme une actrice qui imite quelqu'un d'autre. Je faisais ça pendant 5 minutes chaque jour, toujours avec les mêmes petites phrases au début, jusqu'à ce que ma bouche commence à se souvenir des mouvements nécessaires. C'est comme apprendre à danser. Au début, ton corps ne sait pas quoi faire, mais avec la répétition, ça devient naturel. Mon ami, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu trouves la prononciation difficile dans la langue que tu apprends? Je suis curieuse de savoir si d'autres personnes ont les mêmes difficultés que moi. La troisième grande difficulté, et peut-être la plus importante, c'était la peur de parler avec de vraies personnes. J'avais étudié le vocabulaire, j'avais étudié la grammaire, mais quand venait le moment de parler avec un vrai francophone, mon cerveau devenait complètement vide. J'oubliais tous les mots que je connaissais. Mon cœur battait très vite, mes mains devenaient froides, et je voulais juste m'échapper de la situation. Cette peur, je pense que beaucoup de gens la connaissent. C'est la peur du jugement, la peur de paraître stupide devant les autres. Mais j'ai découvert quelque chose d'important. Presque toutes les personnes francophones que j'ai rencontrées étaient très patientes et très contentes que j'essaie de parler leur langue, même avec des erreurs. Personne ne riait de moi méchamment. Au contraire, les gens m'encourageaient, me corrigeaient gentiment, et appréciaient mon effort. Alors, j'ai décidé d'affronter cette peur directement, mais progressivement, pas tout d'un coup. La première étape, c'était de parler seule, à voix haute, dans ma chambre. Je décrivais ma journée en français, même avec des erreurs, même très lentement. Personne ne m'écoutait, donc il n'y avait aucun risque, aucun jugement. Cette pratique solitaire m'a donné un peu de confiance. Ensuite, j'ai cherché des partenaires de conversation en ligne. Il existe des sites et des applications où les gens du monde entier veulent pratiquer des langues ensemble, gratuitement. J'ai trouvé une dame en France qui voulait apprendre le russe, et nous avons commencé à parler une fois par semaine, 20 minutes en français, puis 20 minutes en russe. La première conversation était terrifiante. Je préparais des phrases à l'avance, j'avais des notes devant moi. Mais après quelques semaines, ça devenait plus naturel, plus détendu. Mon ami, je veux te dire une chose très importante sur ce sujet. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer à parler. C'est exactement le contraire. Tu dois commencer à parler justement parce que tu n'es pas encore parfaite. C'est en parlant, en faisant des erreurs, en étant corrigée, que tu progresses vraiment. Si tu attends d'être prête pour parler, tu ne seras jamais prête, et tu n'apprendras jamais vraiment. Pendant cette période, j'ai aussi changé mon environnement quotidien pour inclure plus de français, même sans effort conscient. J'ai changé la langue de mon téléphone en français. Au début, c'était un peu confus, je ne trouvais pas les boutons, mais après une semaine, je comprenais tous les mots techniques de base. J'ai aussi commencé à écouter de la musique française pendant que je marchais ou pendant que je faisais le ménage dans mon appartement. Je ne comprenais pas toutes les paroles, mais mon oreille s'habituait au son de la langue, au rythme, à la musicalité. J'ai aussi trouvé des podcasts faits spécialement pour les apprenants de français, avec un vocabulaire simple et une vitesse de parole plus lente que normale. J'écoutais ces podcasts dans le bus, en allant à l'université, environ 30 minutes chaque jour. Au début, je comprenais peut-être 30% du contenu. Après 6 mois, je comprenais presque tout.
Mon ami, dis-moi dans les commentaires, quelle méthode utilises-tu pour t'immerger dans ta langue cible? Est-ce que tu écoutes de la musique, des podcasts, ou peut-être tu regardes des séries? J'aimerais beaucoup connaître tes techniques préférées. Un autre changement important dans ma vie est arrivé après environ 8 mois de pratique régulière. À l'université, j'ai rencontré un groupe d'étudiants qui organisaient des rencontres informelles pour pratiquer différentes langues étrangères. Une fois par semaine, dans un café près du campus, des gens venaient pour parler anglais, allemand, espagnol, et oui, français aussi. Il y avait seulement 2 autres personnes qui pratiquaient le français dans ce groupe, mais c'était suffisant pour créer une vraie pratique sociale. Ces rencontres ont transformé mon apprentissage d'une activité solitaire en une activité sociale et agréable. Au lieu de penser, je dois étudier le français, je pensais je vais voir mes amis du café aujourd'hui. La motivation devenait beaucoup plus naturelle quand elle était connectée à des relations humaines réelles, pas seulement un objectif abstrait sur mon téléphone. Pendant ces rencontres, j'ai aussi appris quelque chose de très utile. Il faut accepter le plateau. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Au début de l'apprentissage, tu progresses très rapidement. Chaque semaine, tu apprends de nouveaux mots, de nouvelles structures, et tu ressens un progrès clair et rapide. Mais après quelques mois, ce progrès devient beaucoup plus lent. Tu sens que tu restes au même niveau pendant des semaines, parfois même des mois. C'est ce qu'on appelle un plateau, et c'est complètement normal. J'ai traversé ce plateau vers le 10e mois de mon apprentissage. Je me sentais frustrée parce que je ne sentais plus de progrès évident. Mes conversations restaient au même niveau basique, je faisais toujours les mêmes erreurs de grammaire. Beaucoup de gens abandonnent exactement à ce moment, parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint leurs limites, que leur cerveau ne peut pas aller plus loin. Mais ma tante, encore une fois, m'a donné un conseil précieux pendant une de ses visites. Elle m'a donné un conseil que je n'ai jamais oublié. Le plateau, c'est le moment où ton cerveau consolide tout ce qu'il a appris avant de pouvoir avancer encore. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe normal du processus d'apprentissage. Continue simplement, ne change rien, et un jour, sans prévenir, tu vas remarquer que tu as progressé sans le sentir directement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vers le 12e mois, pendant une conversation avec mon amie française du café, j'ai réalisé soudainement que je comprenais tout ce qu'elle disait, sans d'abord traduire mentalement en russe. Les mots arrivaient directement avec leur sens, sans étape intermédiaire. C'était un moment magique, presque émouvant. Je me souviens que j'ai presque pleuré de joie dans ce café, parce que je comprenais enfin que tout mon effort régulier avait porté ses fruits. Mon ami, ce moment m'a appris quelque chose de fondamental. Les résultats de l'apprentissage d'une langue ne sont presque jamais visibles immédiatement. Ils s'accumulent silencieusement, jour après jour, comme l'eau qui remplit progressivement un verre. Tu ne vois pas le niveau d'eau monter goutte par goutte, mais un jour, le verre est plein, et tu remarques soudainement le changement. Mais je ne veux pas te donner une fausse impression que tout est devenu facile après ce moment magique au café. La vie continue avec ses défis, et mon apprentissage du français a connu d'autres obstacles importants. Vers le 14e mois, j'ai vécu une période très difficile dans ma vie personnelle. Mon père est tombé malade, et toute la famille était inquiète et stressée. Pendant cette période, j'ai naturellement réduit beaucoup d'activités dans ma vie, y compris le français. Pendant presque 3 semaines,
je n'ai pratiquement rien fait, parce que mon esprit était occupé par d'autres préoccupations, plus importantes à ce moment-là. Mon ami, je pense que c'est important de parler de ces moments, parce que la vie réelle n'est jamais parfaite ni linéaire. Il y aura toujours des périodes difficiles, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, du stress au travail ou à l'université, des moments de tristesse ou d'anxiété. Pendant ces périodes, c'est normal et même sain de réduire certaines activités, y compris l'apprentissage d'une langue. La clé, pour moi, n'était pas d'éviter complètement ces interruptions, parce que c'est impossible dans la vie réelle. La clé était de revenir à l'habitude après l'interruption, sans culpabilité excessive, sans abandonner complètement le projet à cause d'une pause de quelques semaines. Beaucoup de gens, quand ils interrompent une habitude pendant une période difficile, pensent « J'ai tout perdu, je dois recommencer depuis le début, ce n'est plus la peine de continuer. » Mais ce n'est pas vrai. Une pause de 3 semaines ne détruit pas un an de travail régulier. Quand mon père a commencé à se sentir mieux, j'ai repris mon habitude, mais doucement, sans pression excessive sur moi-même. Je suis revenu d'abord aux petites sessions de 10 minutes, exactement comme au début, pour reconstruire progressivement la routine, avant de retourner à mon niveau précédent de pratique plus intensive. Un autre défi important est arrivé vers le 18e mois, la frustration de comparer mon français avec celui des autres. Dans le groupe du café, il y avait une étudiante qui apprenait le français depuis seulement 6 mois. Mais elle parlait déjà presque aussi bien que moi. Elle avait déjà étudié l'italien avant, une langue très proche du français. Je me sentais parfois jalouse, parfois inadéquate, en pensant que mes progrès étaient trop lents comparés aux siens. Mais j'ai appris une leçon importante sur la comparaison. Chaque personne a un point de départ différent, des circonstances différentes, du temps disponible différent. Comparer mon chemin à celui de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer la croissance de 2 plantes différentes, plantées dans des sols différents, avec des quantités différentes de soleil. Ça n'a aucun sens logique. La seule comparaison utile, c'est de comparer ma version d'aujourd'hui avec ma version d'il y a 6 mois, ou d'il y a 1 an. Mon ami, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu te compares parfois avec d'autres apprenants de langue? Comment gères-tu ces sentiments de comparaison? Le moment le plus important de toute mon histoire est arrivé vers le 22e mois de mon apprentissage. J'avais économisé de l'argent en travaillant à temps partiel pendant mes études. Mes parents m'avaient aussi un peu aidé, parce qu'ils étaient fiers de mon projet. Avec cet argent, j'ai finalement pu voyager en France pour visiter ma tante pendant les vacances d'été. Ce voyage était à la fois excitant et terrifiant. Pendant 22 mois, j'avais pratiqué le français dans un environnement contrôlé. J'utilisais une application, des podcasts et des partenaires de conversation qui parlaient lentement et clairement pour les apprenants. Je pratiquais aussi avec des amis du café qui étaient compréhensifs avec mes erreurs. Mais maintenant, j'allais devoir utiliser le français dans la vraie vie. J'allais parler avec de vraies personnes francophones qui parlaient vite. J'allais entendre des accents régionaux différents. J'allais aussi vivre des situations réelles et parfois stressantes, comme à l'aéroport, dans les magasins, dans les restaurants. Mon arrivée à l'aéroport a été un véritable test. Quand l'agent de sécurité m'a posé une question rapide que je n'avais pas prévue, j'ai eu un moment de panique totale, exactement comme au tout début de mon apprentissage. Mon cerveau cherchait désespérément les mots, et pendant quelques secondes, j'ai pensé, tous ces mois d'efforts, et je ne sais toujours pas parler correctement.
C'était décourageant. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est passé. Après ce moment initial de panique, mon cerveau s'est calmé, et les mots ont commencé à venir plus naturellement. Au bout de quelques jours en France, j'étais complètement immergée dans la langue. Je n'avais pas la possibilité de revenir au russe ou à l'anglais. J'ai alors remarqué une amélioration rapide et surprenante de ma capacité à comprendre et à parler. C'était comme si mon cerveau, après 22 mois de préparation, avait simplement besoin de cette immersion totale pour activer toutes les connaissances qu'il avait accumulées silencieusement. Pendant ce voyage, j'ai vécu des moments très émouvants. Un jour, dans un petit marché, une vieille dame m'a parlé pendant plusieurs minutes des légumes de saison. Après la conversation, j'ai réalisé que nous avions parlé naturellement. Nous avions parlé sans grande difficulté, comme deux personnes normales. Je n'avais pas pensé consciemment à la grammaire ou au vocabulaire. C'était devenu fluide, automatique, comme respirer. Un autre moment important a été une conversation avec ma tante, tard le soir. Nous avons parlé pendant 2 heures, exclusivement en français. Nous avons abordé des sujets profonds, sa vie en France, ses difficultés d'adaptation, ses joies et ses regrets. Avant ce voyage, je n'aurais jamais pu avoir une conversation aussi profonde et nuancée en français. Mais après 22 mois de pratique quotidienne, même petite, j'avais développé les outils nécessaires pour exprimer des pensées complexes, pas seulement des phrases basiques. Mon ami, quand je suis rentrée en Russie après ce voyage, j'avais une perspective complètement différente sur mon apprentissage. Avant le voyage, le français était un projet, quelque chose que je faisais pour atteindre un objectif futur. Après le voyage, le français était devenu une partie de mon identité, une compétence réelle que je possédais déjà, pas seulement quelque chose que j'espérais posséder un jour. Cette transformation psychologique a eu un effet important sur ma motivation continue. Au lieu de continuer à apprendre le français parce que je devais le faire pour atteindre un niveau futur, je continuais maintenant parce que j'aimais utiliser cette compétence. Je continuais aussi parce que ça faisait partie de qui j'étais. C'est une différence subtile mais très puissante. Quand une activité devient une partie de ton identité, et pas seulement un objectif extérieur, elle devient beaucoup plus facile à maintenir sur le long terme. À mon retour, j'ai continué ma routine matinale avec le thé et les phrases en français, mais j'ai aussi ajouté de nouvelles activités, parce que mon niveau avait suffisamment progressé pour ça. J'ai commencé à lire de courts romans simplifiés pour les apprenants, puis progressivement, des romans normaux destinés aux locuteurs natifs. La lecture est devenue une de mes activités préférées, parce qu'elle me permettait de découvrir non seulement la langue, mais aussi la culture, les façons de penser, l'humour des francophones. J'ai aussi commencé à écrire un petit journal personnel, uniquement en français, dans lequel je notais mes pensées, mes sentiments, mes observations sur la vie quotidienne. Cette pratique d'écriture m'a aidé à développer ma propre voix en français, pas seulement à répéter des phrases apprises par cœur, mais à exprimer mes propres idées originales avec mes propres mots. Mon ami, je veux maintenant prendre un moment pour résumer les étapes principales de mon parcours, parce que je pense que cette structure peut t'aider, peu importe la langue que tu apprends actuellement. La première étape, c'était d'accepter que la motivation initiale, cette excitation du début, allait disparaître naturellement après quelques semaines. Ce n'est pas un échec personnel, c'est simplement la nature humaine. La motivation est comme une étincelle. Elle peut allumer un feu, mais elle ne peut pas le maintenir allumé pendant des mois. Pour ça,
Il faut autre chose, un système, une routine. La deuxième étape, c'était de commencer extrêmement petit. 10 minutes par jour, pas 1 heure. 3 phrases dans un cahier, pas un essai complet. La taille minimale de l'engagement quotidien doit être tellement petite qu'il devient presque impossible de trouver une excuse pour ne pas le tenir, même les jours les plus fatigants ou les plus occupés. La troisième étape, c'était de connecter la nouvelle habitude à une habitude existante, comme monter du matin. Ce principe s'appelle parfois l'empilement d'habitudes. Tu attaches un nouveau comportement à un comportement que tu fais déjà automatiquement. Cette connexion aide ton cerveau à se rappeler et à exécuter le nouveau comportement sans effort mental supplémentaire. La quatrième étape, c'était d'accepter les erreurs comme partie nécessaire du processus, pas comme des preuves d'incompétence. Chaque erreur est une information précieuse qui montre exactement quoi améliorer. Les personnes qui progressent le plus rapidement ne sont pas celles qui font le moins d'erreurs, mais celles qui acceptent de faire des erreurs fréquemment et qui apprennent rapidement de chaque erreur. La cinquième étape, c'était de créer une immersion progressive, changer la langue du téléphone, écouter de la musique, des podcasts, regarder des vidéos, même quand la compréhension est limitée au début. L'oreille et le cerveau s'habituent progressivement au son et au rythme de la langue, même sans compréhension complète immédiate. La sixième étape, et peut-être la plus difficile émotionnellement, c'était d'affronter la peur de parler avec de vraies personnes. J'ai commencé seul à voix haute. Puis j'ai parlé avec des partenaires patients et compréhensifs. Ensuite, j'ai progressé vers des situations plus exigeantes et plus naturelles. La septième étape, c'était d'accepter le plateau comme une partie normale et nécessaire du processus, sans abandonner pendant cette période où les progrès semblent invisibles ou inexistants. La huitième étape, c'était de continuer la routine même pendant les interruptions de la vie réelle, en revenant doucement après chaque pause, sans culpabilité excessive et sans recommencer depuis zéro. Et la neuvième étape, peut-être la plus transformative, c'était de chercher des occasions d'immersion totale. Mon voyage en France en était un exemple. Dans ces moments, la langue cesse d'être un sujet d'étude. Elle devient simplement un outil de communication réel et nécessaire dans la vie quotidienne. Mon ami, dis-moi dans les commentaires, à quelle étape de ce parcours te trouves-tu actuellement? Es-tu encore au début, en train de construire ta routine quotidienne? Ou es-tu déjà dans la phase du plateau, en train de continuer malgré le manque de progrès visible? Aujourd'hui, plusieurs années après avoir commencé ce parcours, le français fait partie intégrante de ma vie quotidienne. Je travaille maintenant dans un domaine qui me permet d'utiliser cette langue régulièrement, et j'ai des amis francophones avec qui je communique presque chaque semaine, parfois en personne, parfois en ligne. Le français n'est plus un projet ou un objectif. C'est simplement une partie de qui je suis, comme la musique que j'aime, ou les livres que je préfère lire. Mais je vais être complètement honnête avec toi, mon ami, je ne parle pas français de manière parfaite, sans accent, sans aucune erreur. Je fais encore des fautes de grammaire occasionnellement. J'ai toujours un accent russe quand je parle, et probablement, je l'aurai toujours, même après 20 années supplémentaires de pratique. Mais ce n'est plus important pour moi. La perfection n'a jamais été le véritable objectif. L'objectif réel, c'était de pouvoir communiquer, comprendre, créer des relations, découvrir une nouvelle culture et une nouvelle façon de penser. Et cet objectif, je l'ai atteint, malgré mon accent, malgré mes erreurs occasionnelles.
Je pense que beaucoup de gens abandonnent l'apprentissage des langues parce qu'ils ont une vision irréaliste de ce que signifie réussir. Ils imaginent qu'un jour, ils vont se réveiller et parler parfaitement, sans accent, sans hésitation, exactement comme un locuteur natif. Mais cette vision n'est presque jamais réaliste, surtout si on commence à apprendre une langue après l'enfance. La vraie réussite, ce n'est pas la perfection. C'est la capacité de vivre, de travailler, d'aimer, de rire, de discuter de sujets profonds dans une langue qui n'était pas la tienne au début. Mon ami, je veux poser une question. Pourquoi as-tu commencé à apprendre la langue que tu étudies actuellement? Est-ce pour le travail, pour l'amour, pour voyager, pour des raisons personnelles et profondes? Je pense que reconnecter régulièrement avec cette raison originale, ce pourquoi profond, peut t'aider énormément pendant les moments difficiles, pendant le plateau, pendant les périodes où la motivation diminue naturellement. Pour moi, la raison originale était liée à ma tante, à son courage d'avoir quitté son pays pour construire une nouvelle vie, et à mon désir de comprendre ce monde qu'elle avait choisi. Mais avec le temps, ma raison a évolué et s'est enrichie. Maintenant, le français représente pour moi une partie de mon identité personnelle. Il représente aussi une preuve que je peux accomplir des choses difficiles si je suis patiente et régulière. Il est aussi une fenêtre vers une culture et une façon de penser différente de celles dans lesquelles j'ai grandi. J'ai aussi découvert quelque chose d'inattendu pendant ce parcours. Apprendre le français m'a aidé à mieux comprendre ma propre langue, le russe. Quand tu étudies une langue étrangère sérieusement, tu commences à analyser la structure de ta langue maternelle d'une manière que tu n'avais jamais faite avant. Tu remarques des règles grammaticales que tu utilisais automatiquement, sans jamais y réfléchir consciemment. Cette nouvelle conscience linguistique a même amélioré ma façon d'écrire et de penser en russe. Et de plus, apprendre une nouvelle langue m'a donné une plus grande confiance en moi-même dans d'autres domaines de ma vie. J'avais pu passer d'une connaissance presque nulle du français à 17 ans à une compétence solide et utile plusieurs années plus tard. Cette transformation s'était faite simplement grâce à la régularité et à la patience. Alors, quelles autres compétences pourrais-je développer avec cette même approche? J'ai appliqué ces mêmes principes, commencer petit, être régulière, accepter les erreurs à d'autres domaines. L'exercice physique, la cuisine, et même mes relations personnelles avec ma famille et mes amis. Mon ami, je pense que c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Apprendre une langue n'est pas seulement une question de vocabulaire et de grammaire. C'est une école de patience, de régularité et d'acceptation de l'imperfection. Ces qualités, une fois développées dans le contexte de l'apprentissage des langues, peuvent transformer beaucoup d'autres aspects de ta vie. Je veux maintenant te parler de quelques erreurs spécifiques que j'ai commises et que tu peux peut-être éviter dans ton propre parcours. La première erreur, c'était de dépendre trop des applications avec des jeux et des récompenses artificielles, comme des points ou des séries de jours consécutifs. Ces applications peuvent être utiles au tout début, pour créer une habitude initiale. Mais elles ne remplacent jamais la vraie pratique. La vraie pratique, c'est parler avec de vraies personnes, lire de vrais textes et écouter de vrais contenus. Ces contenus doivent être créés pour des locuteurs natifs, pas seulement pour des apprenants. La deuxième erreur, c'était d'éviter les conversations difficiles trop longtemps, par peur de l'embarras. J'aurais dû commencer à parler avec de vraies personnes beaucoup plus tôt dans mon parcours, même quand mon niveau était encore très basique. Plus tu attends pour pratiquer la conversation réelle, plus la peur grandit,
et plus il devient difficile de franchir cette barrière psychologique. La troisième erreur, c'était de me comparer constamment aux autres apprenants, au lieu de me concentrer uniquement sur mon propre progrès personnel. Cette comparaison créait une anxiété inutile et me faisait parfois douter de mes propres capacités, sans aucun bénéfice réel pour mon apprentissage. La quatrième erreur, c'était de penser que je devais étudier la grammaire parfaitement avant de pouvoir commencer à parler ou à écrire. En réalité, la communication imparfaite mais fréquente est beaucoup plus efficace pour progresser que l'étude théorique parfaite mais sans application pratique réelle. Mon ami, je veux maintenant te parler plus en détail de ma routine actuelle, plusieurs années après le début de ce parcours, parce que je pense que voir où ce chemin peut mener est encourageant. Chaque matin, comme je l'ai mentionné, je commence par monter et quelques phrases en français dans mon cahier, qui est maintenant mon 15e cahier rempli depuis le début. Oui, 15 cahiers, remplis page après page, pendant plusieurs années. Quand je regarde ces cahiers maintenant, je vois une évolution incroyable. Les premiers cahiers contiennent des phrases simples, pleines d'erreurs basiques, écrites avec une écriture hésitante. Les cahiers plus récents contiennent des réflexions plus profondes, une grammaire plus précise et une écriture beaucoup plus fluide et naturelle. Pendant la journée, j'essaie d'avoir au moins une petite interaction en français, même très courte. Parfois, c'est un message texte avec mon amie française du groupe de conversation, qui est devenue une véritable amie proche au fil des années, pas seulement une partenaire linguistique. Parfois, c'est regarder les nouvelles en français pendant 10 minutes, pour rester informé sur l'actualité dans les pays francophones. Parfois, c'est simplement penser en français pendant quelques minutes, en décrivant mentalement ce que je vois autour de moi. Le soir, avant de dormir, je lis généralement quelques pages d'un livre en français. Actuellement, je lis un roman d'une auteure française contemporaine, et je remarque que je peux maintenant lire pendant 1 heure entière sans avoir besoin de chercher la traduction d'un seul mot. Ce niveau de confort, cette fluidité, semblait complètement impossible quand j'ai commencé, à 17 ans, en regardant les photos de ma tante avec un mélange d'espoir et de doute. Mon ami, je pense qu'il est important de parler aussi des bénéfices inattendus de ce parcours, des choses que je n'avais jamais imaginées au début. Le premier bénéfice inattendu, c'était de nouvelles amitiés profondes et significatives. Mon amie française du groupe de conversation, celle avec qui j'ai pratiqué pendant des années, est devenue une personne extrêmement importante dans ma vie. Nous avons partagé des moments difficiles, des conseils sur nos vies personnelles, des rires et des larmes, tout cela à travers cette langue que j'ai apprise progressivement. Sans le français, cette amitié n'aurait jamais existé. Le deuxième bénéfice inattendu, c'était une nouvelle compréhension de ma propre culture russe, par contraste avec la culture française. En apprenant sur les habitudes, les valeurs, les façons de penser des francophones, j'ai commencé à voir ma propre culture d'origine avec un regard nouveau, plus objectif, plus conscient. Je remarque maintenant des aspects de ma culture russe que je considérais auparavant comme normaux ou universels, mais qui sont en réalité spécifiques à mon contexte culturel d'origine. Le troisième bénéfice inattendu, c'était une plus grande flexibilité mentale en général. Les neuroscientifiques disent souvent qu'apprendre une nouvelle langue exerce le cerveau d'une manière unique, en créant de nouvelles connexions neuronales et en améliorant la capacité générale de résolution de problèmes. Je ne peux pas le confirmer scientifiquement avec une certitude absolue. Mais je sens clairement que ma capacité à penser de manière flexible s'est améliorée pendant ces années d'apprentissage linguistique.
Je sens aussi que ma capacité à voir les problèmes sous différentes perspectives s'est améliorée. Mon ami, dis-moi dans les commentaires, as-tu remarqué des bénéfices inattendus dans ta propre vie grâce à l'apprentissage des langues? Des amitiés, des opportunités professionnelles, une meilleure compréhension de toi-même? Je veux maintenant partager quelques conseils pratiques et spécifiques, basés sur mon expérience personnelle, pour les personnes qui commencent leur propre parcours d'apprentissage linguistique. Premier conseil pratique. Choisis un moment précis de la journée pour ta pratique, et connecte-le à une habitude existante, exactement comme je l'ai fait avec mon thé du matin. Ne laisse pas ta pratique flotter sans heure fixe, parce que je vais le faire quand j'aurai le temps se transforme presque toujours en je ne l'ai jamais fait aujourd'hui. Deuxième conseil pratique. Commence avec un objectif tellement petit que l'échec devient presque impossible. 10 minutes, 3 phrases, 5 nouveaux mots. La taille n'est pas importante au début. La régularité est ce qui compte vraiment. Troisième conseil pratique. Trouve au moins une vraie personne, idéalement plusieurs, avec qui pratiquer régulièrement, même si c'est en ligne, même si c'est seulement 20 minutes par semaine. L'interaction humaine réelle accélère le progrès d'une manière que les applications seules ne peuvent jamais reproduire. Quatrième conseil pratique. Accepte dès le début que tu vas faire des erreurs constamment, et que c'est complètement normal et même nécessaire. Ne laisse pas la peur de l'embarras t'empêcher de pratiquer activement. Cinquième conseil pratique. Crée un système pour suivre ton progrès sur le long terme, comme mon cahier rempli de phrases quotidiennes. Quand la motivation diminue, regarder en arrière et voir combien de chemin tu as déjà parcouru peut être extrêmement encourageant. Sixième conseil pratique. Cherche des occasions d'immersion plus profondes dès que possible, même si ce n'est pas un voyage international complet. Cela peut être un week-end où tu parles seulement dans ta langue cible, ou une semaine où tu consommes uniquement du contenu dans cette langue. Septième conseil pratique. Reconnecte régulièrement avec ta raison originale pour apprendre cette langue. Écris-la quelque part et relis-la pendant les moments difficiles, pendant le plateau, pendant les périodes de doute. Mon ami, je veux maintenant te raconter comment ma famille a réagi à ce parcours. Je pense que le soutien, ou parfois le manque de soutien, des personnes proches peut avoir un impact important sur notre motivation. Au début, mes parents trouvaient mon intérêt pour le français un peu étrange, presque inutile. Ma mère me disait parfois, « Pourquoi tu perds ton temps avec ça, au lieu d'étudier davantage pour tes examens d'économie ?» Mon père, plus silencieux sur le sujet, semblait simplement confus par ma passion soudaine pour une langue qu'aucun membre de notre famille ne parlait, à part ma tante. Cette réaction, je dois l'admettre, m'a parfois découragée pendant les premiers mois. Quand les personnes que nous aimons ne comprennent pas ou ne soutiennent pas un projet important pour nous, c'est naturel de douter de nous-mêmes, de nous demander si notre projet a vraiment de la valeur. Mais j'ai appris, progressivement, à séparer ma motivation personnelle de l'approbation extérieure. Je continuais ma routine quotidienne, mes 10 minutes de pratique, même quand ma mère faisait des commentaires sceptiques. Avec le temps, l'attitude de ma famille a changé progressivement. Quand ma mère a vu que je continuais, mois après mois, sans abandonner, son scepticisme s'est transformé lentement en curiosité, puis en fierté. Quand je suis revenue de mon voyage en France, capable de raconter des histoires détaillées sur mes conversations avec ma tante et avec les habitants locaux, mes parents ont commencé à voir mon projet différemment. Ils ont réalisé que ce n'était pas un simple passe-temps frivole, mais une vraie compétence, une vraie réussite personnelle.
Mon père, en particulier, m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée après mon retour de France. Mon père m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Je n'ai jamais eu l'occasion, dans ma jeunesse, d'apprendre une langue étrangère correctement, ou de voyager dans un autre pays. Voir que tu as réussi à faire ça par toi-même, avec ta propre discipline, sans aide extérieure importante, ça me rend extrêmement fière. Ces mots, venant d'un homme généralement peu expressif émotionnellement, ont eu un impact énorme sur moi. Mon ami, je pense que cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Parfois, nous devons continuer nos projets personnels même sans le soutien immédiat des autres. Nous devons garder confiance dans le fait que la compréhension et l'approbation peuvent venir plus tard. Elles peuvent venir une fois que les résultats deviennent visibles. Mais nous ne devons jamais attendre cette approbation extérieure pour commencer ou continuer quelque chose qui est important pour nous, personnellement. Je veux aussi te parler de la relation avec ma tante, qui a évolué de manière fascinante pendant ce parcours. Avant que je ne commence à apprendre le français, notre relation était relativement distante. Elle vivait loin, nous parlions occasionnellement par message, principalement sur des sujets superficiels et familiaux. Mais une fois que j'ai pu communiquer avec elle en français, même imparfaitement, notre relation s'est transformée complètement. Elle a commencé à me raconter des histoires plus personnelles et plus profondes. Elle me parlait de sa propre expérience d'immigration. Elle me parlait aussi de ses difficultés d'adaptation culturelle et de ses moments de solitude pendant les premières années en France. Ces moments avaient eu lieu avant qu'elle ne maîtrise complètement la langue et qu'elle ne se sente vraiment intégrée. Elle m'a raconté, par exemple, qu'elle avait pleuré dans sa voiture, seule, après avoir échoué à comprendre une conversation simple avec un voisin, pendant sa première année en France. Elle se sentait stupide, isolée. Parfois même elle regrettait même parfois son choix d'avoir quitté la Russie. Mais elle a continué, jour après jour, exactement comme moi, à pratiquer, à essayer, à accepter ses erreurs et ses moments de honte. Cette histoire de ma tante m'a fait réaliser quelque chose d'important. Même les personnes qui semblent maintenant parler parfaitement une langue étrangère ont traversé les mêmes difficultés. Elles ont connu les mêmes moments de doute et les mêmes périodes de plateaux frustrants. La fluidité actuelle de ma tante n'était pas un don magique, mais le résultat de plusieurs années de persévérance silencieuse, exactement comme mon propre parcours. Mon ami, dis-moi dans les commentaires, as-tu quelqu'un dans ta vie, peut-être un membre de ta famille ou un ami, qui a appris une langue étrangère avec succès? Quelle a été son histoire, et qu'as-tu appris en l'observant? Je veux maintenant te parler d'un autre aspect important de mon parcours. Il s'agit de la relation entre l'apprentissage du français et ma compréhension de moi-même. Je parle de moi-même en tant que personne russe, vivant dans un monde de plus en plus international et connecté. Avant d'apprendre le français, je voyais mon identité de manière relativement simple. J'étais russe, je vivais en Russie, je parlais russe, et c'était essentiellement toute ma définition de moi-même. Mais en apprenant une nouvelle langue, en découvrant une nouvelle culture, en développant des amitiés internationales, ma compréhension de moi-même est devenue plus complexe et plus riche. J'ai commencé à me voir non seulement comme une personne russe, mais comme une personne qui appartient, d'une certaine manière, à plusieurs mondes simultanément. Je reste profondément connecté à ma culture russe, à mes traditions, à ma langue maternelle, que j'aime profondément. Mais j'ai aussi développé une connexion authentique avec la culture francophone, avec ses valeurs, son histoire, sa façon de voir le monde.
Cette double appartenance culturelle est, je pense, l'un des plus grands cadeaux que l'apprentissage des langues peut offrir. Tu ne perds pas ton identité originale en apprenant une nouvelle langue. Au contraire, tu enrichis cette identité, tu l'élargis, tu y ajoutes de nouvelles dimensions et de nouvelles perspectives. Mon ami, je veux ajouter encore quelques réflexions sur un sujet que je n'ai pas encore mentionné en détail. Il s'agit de la question de l'argent et des ressources limitées. Je sais que beaucoup de personnes pensent qu'apprendre une langue étrangère nécessite des moyens financiers importants. Elles pensent qu'il faut des cours coûteux, des voyages fréquents, et des professeurs particuliers. Dans mon cas, comme je l'ai mentionné, ma famille n'était pas riche. Pendant la majeure partie de mon parcours, je n'avais pas les moyens de payer des cours privés ou des programmes coûteux. Tout ce que j'ai utilisé pendant les 2 premières années était entièrement gratuit. Il y avait une application gratuite, des vidéos gratuites sur Internet, des podcasts gratuits, et des partenaires de conversation trouvés gratuitement en ligne. Il y avait aussi un simple cahier qui coûtait quelques pièces de monnaie. Le seul investissement financier significatif que j'ai fait, c'était ce voyage en France vers le 22e mois. Même ce voyage, je l'ai financé moi-même, progressivement. J'ai économisé petit à petit grâce à un travail à temps partiel pendant mes études universitaires. Je raconte ça non pas pour minimiser les difficultés financières réelles que certaines personnes rencontrent. Je veux surtout souligner que les ressources gratuites disponibles aujourd'hui sont vraiment suffisantes. Elles peuvent permettre d'atteindre un niveau de compétence solide, même sans investissement financier important. Je me souviens d'une période, vers le 10e mois, où une camarade de l'université m'a proposé un cours privé avec un professeur particulier, quelque chose qu'elle suivait elle-même et qui semblait très efficace pour elle. J'ai été tentée, parce que je pensais que ce type de cours allait accélérer mon progrès beaucoup plus rapidement que mes méthodes gratuites. Mais le prix était tout simplement impossible pour mon budget d'étudiante. Pendant quelques jours, je me suis sentie un peu désespérée, en pensant que sans cet argent, je ne pourrais jamais atteindre le même niveau qu'elle. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cette comparaison n'était pas juste. Ma camarade progressait bien avec son professeur particulier, mais moi aussi je progressais, à ma propre vitesse, avec mes propres ressources. Et 2 ans plus tard, quand nous avons comparé nos niveaux respectifs, ils étaient en réalité très similaires, malgré l'énorme différence entre nos investissements financiers. Cette expérience m'a confirmé que la régularité quotidienne compte beaucoup plus que la qualité ou le prix des ressources utilisées. Mon ami, dis-moi dans les commentaires, utilises-tu principalement des ressources gratuites ou payantes dans ton parcours d'apprentissage? Je suis curieux de savoir quelles ressources spécifiques tu trouves les plus utiles, quel que soit leur prix. Je veux aussi parler d'un autre sujet important. Il s'agit de la différence entre apprendre une langue pour des raisons pratiques immédiates et apprendre une langue pour des raisons personnelles plus profondes. Les raisons pratiques immédiates peuvent être un examen ou un déménagement urgent. Les raisons personnelles plus profondes étaient plus proches de mon cas. Je pense que ces 2 types de motivation peuvent fonctionner, mais ils nécessitent peut-être des approches légèrement différentes. Quand la motivation vient d'une nécessité urgente, la pression externe peut créer une discipline initiale forte, mais cette discipline peut s'effondrer rapidement une fois que la pression diminue ou disparaît. Quand la motivation vient d'un désir personnel profond, comme mon rêve de comprendre le monde de ma tante, la discipline se construit plus lentement au début. Mais elle tend à être plus durable sur le long terme.
Elle n'est pas dépendante de circonstances extérieures changeantes. Dans mon expérience, la combinaison idéale, c'est de trouver, ou de créer consciemment, une raison personnelle profonde, même si ta motivation initiale vient d'une nécessité pratique. Demande-toi, au-delà de la raison pratique immédiate, qu'est-ce que cette langue représente vraiment pour moi? Quelle version de moi-même pourrais-je devenir en maîtrisant cette compétence? Cette réflexion plus profonde peut transformer une motivation fragile et temporaire en un engagement durable et résilient face aux difficultés inévitables. Mon ami, j'espère que cette histoire détaillée de mon parcours personnel pourra t'offrir non seulement de l'inspiration, mais aussi des outils pratiques et concrets. Elle parle de mes échecs répétés au début. Elle parle aussi de mes petites habitudes quotidiennes, de mes peurs surmontées progressivement, de mon voyage transformateur en France, et de ma relation évolutive avec ma famille et avec ma tante. Tu peux appliquer ces outils immédiatement dans ta propre vie. Peu importe la langue que tu choisis d'apprendre. Peu importe ton point de départ actuel. Peu importe combien de fois tu as déjà essayé et abandonné dans le passé. Avant de continuer vers la fin de cette histoire, je veux mentionner un dernier point sur la régularité face au temps qui passe. Les années avancent vite, et il est facile de se dire je commencerai sérieusement l'année prochaine, quand j'aurai plus de temps libre, quand ma vie sera moins compliquée. Mais mon ami, ce moment parfait où tout devient simple n'arrive presque jamais. Ma propre vie, pendant ce parcours, était remplie d'examens, de problèmes familiaux, de relations compliquées, de fatigue ordinaire. J'ai appris à pratiquer le français non pas dans une vie idéale et calme, mais dans ma vie réelle, désordonnée et imparfaite, exactement comme la tienne probablement. C'est cette acceptation de l'imperfection des circonstances, plus que n'importe quelle technique d'apprentissage particulière, qui a finalement rendu mon habitude durable. Mon ami, je veux maintenant revenir à la question que je t'ai posée au tout début de cette vidéo. As-tu déjà essayé d'apprendre une langue, puis abandonné après quelques semaines? Si la réponse est oui, je veux que tu saches quelque chose d'important, cet abandon précédent ne définit pas ta capacité future. Il signifie simplement que tu n'avais pas encore trouvé le système qui fonctionne pour toi, la routine qui s'adapte à ta vie réelle, pas à une version idéalisée et irréaliste de ta vie. J'ai abandonné 5 fois avant de réussir, comme je te l'ai dit au début. 5 fois. Si j'avais accepté ce 5e abandon comme une preuve définitive que je ne pouvais pas apprendre les langues, mon parcours aurait été très différent. Je n'aurais jamais découvert le système des petites habitudes. Je n'aurais jamais développé cette amitié profonde avec ma partenaire de conversation française. Je n'aurais jamais eu ces conversations émouvantes avec ma tante. Je n'aurais jamais vécu ce moment magique dans le petit marché où j'ai réalisé que je comprenais enfin tout naturellement. Mon ami, je pense que la différence fondamentale entre les personnes qui réussissent finalement à apprendre une nouvelle langue et celles qui abandonnent définitivement est simple. Ce n'est pas une question de talent inné, d'intelligence supérieure ou de circonstances parfaites. C'est simplement une question de continuer à essayer de nouvelles approches après chaque échec, sans transformer cet échec temporaire en une conclusion permanente sur sa propre identité ou ses propres capacités. Je veux aussi te dire quelque chose sur la patience, parce que je pense que c'est peut-être la qualité la plus sous-estimée dans ce processus. Notre société moderne nous habitue à attendre des résultats rapides, instantanés, presque magiques. Les publicités promettent souvent la fluidité en quelques semaines, en quelques mois au maximum.
Mais la réalité de l'apprentissage linguistique authentique est beaucoup plus lente et beaucoup plus graduelle. C'est exactement pour cette raison que tant de gens abandonnent. Ils s'attendent à une vitesse de progrès qui n'est simplement pas réaliste pour le cerveau humain. Accepter cette lenteur naturelle, accepter que les vrais résultats prennent du temps, des mois, parfois des années, c'est paradoxalement la clé pour accélérer le processus global. Quand tu acceptes la lenteur, tu arrêtes de te frustrer constamment. Tu arrêtes aussi d'abandonner à chaque plateau. Tu continues simplement, jour après jour, mois après mois. Les résultats apparaissent alors naturellement, comme ils l'ont fait pour moi. Mon ami, dis-moi encore une fois dans les commentaires, depuis quel pays nous regardes-tu aujourd'hui? J'ai déjà mentionné le Brésil et l'Indonésie comme exemple au début, mais je suis vraiment curieux de connaître la diversité réelle de notre communauté. Peut-être que tu regardes depuis le Mexique, peut-être depuis le Vietnam, peut-être depuis un pays que je n'aurais jamais imaginé. Chaque commentaire que je lis me rappelle pourquoi je continue à partager mon histoire et mes conseils. Je veux terminer cette histoire en te parlant de l'avenir, de ce que je prévois pour mon propre parcours linguistique continu, parce que je pense que cette continuité est elle-même une leçon importante. Même maintenant, après plusieurs années de pratique régulière, je ne considère pas mon apprentissage du français comme terminé ni complet. Il existe toujours des nuances culturelles que je découvre, des expressions idiomatiques nouvelles que j'apprends, des sujets complexes sur lesquels je voudrais pouvoir m'exprimer avec encore plus de précision et de nuances. L'apprentissage d'une langue n'a jamais vraiment de ligne d'arrivée définitive, même pour le locuteur natif qui continue à apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions toute leur vie. Cette perspective, je pense, est libératrice plutôt que décourageante. Si l'apprentissage n'a pas de fin définitive, alors tu n'as pas besoin d'atteindre une perfection mythique avant de te sentir satisfaite de ton parcours. Tu peux célébrer chaque petite victoire en cours de route. Tu peux célébrer la première conversation réussie. Tu peux célébrer le premier livre terminé sans dictionnaire. Tu peux célébrer le premier rêve dans la nouvelle langue. Tu peux aussi célébrer le premier moment où tu penses naturellement dans cette langue sans traduire mentalement. J'ai personnellement commencé récemment à explorer une troisième langue, l'espagnol, en appliquant exactement les mêmes principes que j'ai développés pendant mon parcours avec le français. 10 minutes par jour, connecté à une habitude existante, acceptation des erreurs, recherche de vraies conversations dès que possible. Et je remarque que ce deuxième parcours linguistique, bien que toujours difficile à sa manière, bénéficie énormément de toutes les leçons que j'ai apprises pendant mon expérience avec le français. Mon ami, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette longue histoire, je veux te remercier sincèrement pour ton attention et ta patience. J'espère que mon parcours peut t'inspirer ou au moins t'encourager dans ton propre parcours d'apprentissage. Il contient toutes ces difficultés et ces moments de doute. Mais il contient aussi ses victoires et ses transformations profondes. Peu importe la langue que tu étudies actuellement. N'oublie pas de me dire dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo, et n'hésite pas à partager ta propre histoire, tes propres difficultés, tes propres petites victoires. Je lis vraiment chaque commentaire, et j'aime énormément découvrir les parcours uniques de chaque personne dans notre communauté internationale d'apprenants de langue. Continue ta pratique quotidienne, même petite, même imparfaite. Fais-moi confiance quand je te dis que les résultats viendront. Ils viendront silencieusement et progressivement.
Ils viendront exactement comme l'eau qui remplit un verre goutte par goutte. Un jour, tu réaliseras que tu comprends enfin naturellement, sans effort conscient. Ce sera peut-être dans un petit marché. Ce sera peut-être pendant une conversation tardive avec quelqu'un que tu aimes. Tu comprendras alors la langue qui te semblait autrefois complètement impossible à maîtriser.